Hello everyone, salut à tous. Nous chez vous, c'est vous et nous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Vous et nous. Comme vous le constatez, nous sommes encore en dehors des studios de la VOA pour répondre à la distanciation sociale. Dans ce numéro, nous irons au Maroc voir et faire la connaissance d'une association qui aide les femmes célibataires et isolées. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie ? On désigne par crypto-monnaie à la fois une monnaie cryptographique et un système de paiement de pair à pair. Nous y reviendrons dans cette édition de Vous et nous. Rencontre avec l'artiste Jason Samba, originaire du Congo et de la RCA. Maman solo ou célibataire, les défis du quotidien, nous y reviendrons dans la question hashtag vous et nous de cette semaine. Want to speak English? No problem. Our teacher Michelle Joseph dans son segment Anglais Express, mais d'abord, et qui nous amène au Maroc. Effectivement, Roger, on démarre au Maroc, précisément à Casablanca, la capitale économique du royaume, pour faire la connaissance d'une association qui s'appelle Solidarité Féminine, qui vient en aide à des femmes isolées, célibataires, dans un pays où les valeurs traditionnelles sont très, très importantes et où le regard des autres les met souvent dans des situations inconfortables. Voyez ce reportage signé Emmanuel Moja Dibdibaye. Être mère célibataire au Maroc n'est pas chose aisée. Entre le regard d'une communauté attachée aux valeurs socio-culturelles et une moudawana, code de famille marocain qui penche moins de leur côté, ces mères célibataires trouvent refuge dans certaines associations comme celle-ci, Association de solidarité féminine. Créée depuis 1985, elle vise la réhabilitation socio-économique des mères célibataires afin de leur permettre de s'occuper de leurs enfants. C'est le cas de Zina, mère célibataire qui a trouvé du réconfort après des temps difficiles occasionnés par sa grossesse. Dès que je suis tombée enceinte de lui, je l'ai informé. Mais il m'a répondu qu'il n'en est pas l'auteur et qu'il n'est pas responsable de cette situation. Il m'a dit de prendre mes responsabilités et d'en faire ce que je veux, avorter ou garder. C'est ainsi qu'après réflexion, j'ai décidé de garder la grossesse en me tournant vers l'association. Si elle n'a pas voulu parler à visage découvert et si son nom n'est pas révélé, c'est parce que, ici, avoir une grossesse en dehors du mariage est une chouma, c'est-à-dire une honte pour la famille, ce qui a pour conséquence la répudiation, la discrimination, l'exclusion. Et c'est justement pour remédier à cela et permettre à ces mères célibataires de retrouver un peu de dignité que Madame Chena se bat tous les jours avec son équipe afin de leur redonner le sourire. L'idée, c'est d'aider les mères célibataires pour ne pas qu'elles abandonnent leurs enfants. Et pour y arriver, nous leur offrons des formations afin de leur permettre de trouver du travail. Un travail qui les rendra indépendantes financièrement afin de subvenir elles-mêmes à leurs besoins. Ce restaurant est tenu par des mères célibataires qui ont reçu une formation en restauration. Chaque année, elles sont environ 50 à bénéficier ici des accompagnements de tout genre. Une prise en charge médicale à 100% est même accordée à la mère et son enfant en cas de maladie et d'hospitalisation. Et l'assistance sociale va même au-delà. Dans l'assistance sociale, nous essayons d'entrer aussi en contact avec les familles des mères célibataires, ces familles même qui les avaient rejetées. Nous essayons donc de les réconcilier et les faire renouer avec leur famille. En cas de contestation de la paternité d'un enfant, si la loi ne protège pas la mère célibataire qui ne peut recourir que difficilement au test ADN du fait de sa cherté, elle lui permet néanmoins d'inscrire son enfant sur le registre de l'état civil. Quand le bébé naît, il a le droit d'avoir un état civil et d'être inscrit à l'école. Il a des droits comme tout le monde au sein de la société. Aujourd'hui, la question des mères célibataires est toujours taboue à cause des pesanteurs socio-culturelles. Pour essayer de trouver des alternatives à cela, l'association Solidarité Féminine n'hésite pas à faire des plaidoyers au haut niveau, accompagnée par quelques rares entités telles que l'Institut national de solidarité avec les femmes en détresse qui se penchent sur la même question.
Merci Emmanuel pour ce beau reportage. Ah oui, mères célibataires, nous y reviendrons dans la question hashtag vous et nous. Mais parlons d'abord littérature, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, comme moi, nous adorons la littérature. On va parler de la malienne Daraja Haïdara, auteure du livre Vendre le sable dans le Sahara. Elle a été mon invitée cette semaine pour nous parler de cet ouvrage. Elle nous a confié aussi que les bénéfices de la vente de ce livre seront dédiés à la réhabilitation des salles de classe en milieu rural. Suivons un petit extrait. De quoi parlez-vous dans ce livre, dans votre ouvrage? Vendre le sable dans le Sahara, c'est une figure de style, c'est une métaphore que j'ai voulu utiliser pour faire référence au contexte malien, très complexe, et aux domaines d'activité dans lesquels j'interviens avec mon ONG Albarka, et notamment l'éducation des enfants, l'entrepreneuriat féminin en milieu rural surtout, la cause des personnes âgées au Mali. C'est 3 domaines clés qui sont très très complexes, et si on fait référence au contexte malien, on ne peut plus difficile, tantôt des crises politiques, des crises intercommunautaires, tout ce qui s'ensuit. C'est pas évident pour une jeune malienne de s'aventurer dans ces domaines. Déjà que j'ai commencé très tôt, j'avais moins de 18 ans quand je commençais. Donc oui, je peux me qualifier comme une vendeuse de sable dans le Sahara. C'est pas évident parce que le Sahara, c'est la maison mère du sable. Du sable, bah ouais. Donc quand on va pour vendre du sable, c'est voué à l'échec, mais il faut être une vendeuse de sable, comme une Daraja sans prétention aucune, pour y vendre du sable. C'est profond quand même. Et dans tout ça, qu'est-ce qui vous a vraiment inspiré? Pour écrire ce livre, ça me fait une décennie d'engagement. Waouh, quand même. Une décennie d'engagement au service des plus démunis au Mali. Et pour marquer cette décennie, rien de mieux que de rester des traces. Parce que s'il est bien beau de dire j'ai fait, et quelles sont les traces? Je me dis, il fallait que je me mette à écrire les actions phares et les conseils que j'ai à donner à mes jeunes frères qui veulent se lancer dans l'humanitaire. Et cette métamorphose, parce que quand je commençais en 2010, c'était pas la même Daraja qui pouvait venir s'exprimer dans des médias comme je le fais aujourd'hui. Donc, contribuer tout ça pour aider mes jeunes frères et sœurs à anticiper sur les erreurs ou les conseils que je donne dans les livres, qu'ils puissent anticiper sur ces détails-là. En parlant de ces conseils, Dara, parlez-nous d'un conseil, par exemple, que vous avez parlé dans les livres. Un exemple. Alors déjà, je pense l'historique de la création de mon association au départ, avant que ça ne devienne une ONG. L'un des conseils que je donne dans le livre qui est très primordial, c'est qu'on n'a pas besoin d'être multimillionnaire, multimilliardaire, assez aisé pour se dire que je vais contribuer au développement, impacter positivement sa communauté. Parce que quand je commençais, l'histoire c'est que j'ai scolarisé 2 jeunes gens que j'ai croisés comme ça dans les rues de Bamako, dans un marché de surcroît, et qui vendaient des condiments. Par pure curiosité, j'ai su qu'ils partaient pas à l'école, ils n'étaient pas scolarisés. Et avec mon argent de poche, parce que je venais de commencer l'université, j'ai économisé et je les ai scolarisés avec. J'étais encore jeune. Et vous alliez vous-même à l'école, vous êtes encore à l'école. Moi-même, je partais à l'école. Donc, c'est un conseil, c'est assez subtil, mais pour qui sait déchiffrer les choses, c'est dira qu'effectivement, si Daraja a pu faire ça, et avec le temps, elle a pu formaliser cela jusqu'à arriver à organiser des galas de charité depuis 4 ans, pouvoir mobiliser des dizaines de millions dans une salle, dans un pays comme le Mali où l'humanitaire n'est pas connu de tous, où les gens sont assez sceptiques de donner leur argent pour des causes où ils savent pas où l'argent part. Oui, j'ai cette force de persuasion que j'ai pu utiliser en ma faveur. Et les gens voient que oui, il y a plus de transparence, il y a du sérieux. Et les gens adhèrent au fur des années. Et je me retrouve aujourd'hui en face du grand Roger Mouti. N'importe quoi. Merci Roger pour cet extrait d'entretien qui nous témoigne une nouvelle fois qu'on devrait mettre moins de temps sur nos tablettes et plus de temps à lire des ouvrages, d'autant que celui-ci, comme on a pu le dire, les bénéfices vont servir pour de bonnes œuvres à féliciter.
On passe à toute autre chose à présent. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, la crypto-monnaie, je ne m'y connais pas très bien, mais elle révolutionne l'art numérique à coût de millions d'euros. Maxime Avashlenko a examiné ce qu'ils sont exactement et pourquoi ils valent autant. Récit John Lindon. Le 11 mars 2021, l'artiste Beeple et sa famille se sont retrouvés dans son salon pour assister aux derniers instants d'une vente aux enchères. Mike Wingelmann est Beeple, un artiste numérique américain qui a fait la une des journaux en mars lorsqu'il a vendu un NFT de son travail pour 69,3 millions de dollars lors d'une vente aux enchères en ligne. Le NFT signifie jeton non fongible, mais qu'est-ce que cela signifie en fait? Les jetons non fongibles ou NFT sont essentiellement des œuvres digitales uniques qui ne peuvent pas être dupliquées, un peu comme un Mona Lisa numérique qui ne peut jamais être copié. Ils sont la nouvelle forme d'art numérique. Contrairement aux crypto-monnaies, les NFT ne peuvent être échangés. Ils sont fabriqués à l'aide de la technologie blockchain, qui est un moyen pour le monde des investisseurs de garantir que les crypto-monnaies ne peuvent jamais être piratées, parce qu'une fois qu'une blockchain est créée, elle ne peut jamais être répliquée. C'est ce qui rend également chaque NFT unique et idéal pour la vente ou la collection. Donc une peinture est unique en son genre, une sculpture est unique en son genre, mais une œuvre d'art numérique peut être reproduite des millions de fois, à l'infini. La blockchain a changé la donne. Maintenant, ce fichier ne peut être alors ni altéré ni changé. Il est unique en son genre. Le succès de Beeple a été à la fois un choc et a provoqué l'enthousiasme dans les cercles artistiques tant numériques que traditionnels. Peu de temps après cette vente aux enchères historiques, la société appelée Injective Protocol a acheté des œuvres d'art de Banksy appelées Moron pour 95 000 $. Après l'achat, l'œuvre d'art a été numérisée, un jeton NFT a été créé et l'art a été brûlé à l'antenne. Récemment, la ville de New York a accueilli au printemps 2021 l'ouverture de la première galerie physique du monde destinée aux NFT. Je pense que cette ère sera pour toujours la première des NFTs et je pense que c'est un moment très spécial. Être à la naissance de quelque chose de très spécial, être la première galerie NFT physique au monde. Plus de 300 œuvres d'artistes du monde entier travaillant dans une variété de styles sont présentées dans la galerie. La peinture a été réalisée à l'huile sur toile, puis transférée en graphisme 3D, puis finalement transformée en une version NFT. Un autre problème, l'achat d'un NFT ne se traduit pas toujours par la possession de l'œuvre d'art originale. L'acheteur obtient généralement des droits limités pour afficher l'œuvre d'art numérique qu'il représente, mais il ne possède pas l'œuvre d'art. C'est ce qui s'est passé avec Vignesh Sundaresan qui a acheté le NFT Everyday de Mike Winkelmann. La plus grande chose qu'il a réellement achetée est une relation avec moi, pour en quelque sorte promouvoir son achat. Je possède les droits d'auteur et je possède toutes les images supplémentaires. Depuis le début de l'année 2021, le marché du NFT s'est considérablement développé et selon les experts, les jetons NFT continueront de gagner en popularité auprès des collectionneurs et des investisseurs. Merci Maxime et John. Au cours des dernières décennies, le concept de famille s'est élargi et diversifié, laissant place à différents modèles familiaux. Pour cette raison, la stigmatisation associée aux mères célibataires diminue et de nombreuses femmes choisissent aussi délibérément cette voie pour fonder leur famille. Cependant, les mères célibataires sont encore confrontées à de multiples défis qui font de leur travail une tâche exigeante et parfois solitaire. La question dans Hashtag Vous et nous de cette semaine, quels sont les défis que rencontrent les mères célibataires chez vous, dans vos pays?
dans vos villes, dans vos villages? Vous êtes nombreux, comme d'habitude, à répondre à cette question. On commence avec Monique Mougigna, qui nous écrit de la Suisse. Elle dit le plus souvent, les mères célibataires sont abandonnées et se battent seules pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Elles travaillent et éduquent leurs enfants à la sueur de leur front. Elles ne cessent de se battre toute leur vie et s'oublient pour le bonheur de leurs enfants. Nous avons le commentaire de Raphaël Mvoula à Kikwit, en RDC. Les mères célibataires sont au four et au moulin, pas de repos. Elles se battent bec et ongles pour faire face, mais les défaillances existent toujours. Christelle Chovu Nzamba, Congo-Brazzaville, elle nous dit le challenge de jouer le rôle d'un père et d'une mère en même temps. Alphonse Boaki, notre fidèle auditeur à Kinshasa, toujours en RDC. Autre défi des mères célibataires, c'est le désespoir d'avoir des époux qui les acceptent avec un enfant, 2 enfants, car beaucoup d'hommes célibataires ne tolèrent pas d'épouser des mères célibataires. Merci pour vos intéressants commentaires. On espère que vous êtes confortablement installés. On se retrouve dans quelques minutes, juste après une courte page de pub. À de suite. Vous et nous, part 2. Et voilà, comme d'habitude, il est temps d'apprendre English very important. Et vous savez très bien, c'est avec Michel Joseph d'Anglais Express. Bienvenue à l'Anglais Express. Comment distinguer ces deux expressions qui semblent avoir le même sens et s'employer de la même façon? Essayons de comprendre ces nuances. For et since. Par exemple, la phrase How long have you lived in Washington? Cela fait combien de temps que vous vivez à Washington? Vous pouvez répondre de ces deux façons-là. For 10 years, cela fait 10 ans. Ou bien since 2009, depuis 2009. Donc, quand on se sert de l'expression for, ça se réfère à une période de temps, mais ce n'est pas spécifique. Par exemple, We are going to New York for the weekend. Nous allons à New York pour le week-end. I have studied English for many years. J'étudie l'anglais depuis très longtemps. Ce sont des durées non spécifiques. Ce qui est pratique avec l'expression for, c'est qu'on peut parler du passé, au présent et au futur, sans changer l'expression. Last year, I traveled for 3 weeks. C'est au passé. L'année dernière, j'ai voyagé pendant 3 semaines. I'm traveling for 3 weeks. C'est au présent. Je voyage pendant 3 semaines. Next year, I'm traveling for 3 weeks. Au futur. L'année prochaine, je voyagerai pendant 3 semaines. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous pouvez retrouver toutes les leçons d'anglais sur notre site www.voaafrique, rubrique Vous et nous. Place à présent la rubrique Actualité. Les amoureux de l'humour ivoirien sont en deuil. Léonard Groguet s'est éteint dans la nuit du 3 au 4 septembre dernier. Il était âgé de 82 ans. Pionnier de la comédie et du cinéma ivoirien, il est le visage emblématique d'une série populaire en Afrique francophone nommée Comment ça va, qui a été diffusée pendant près d'une vingtaine d'années. Certains l'appelaient même le Louis de Funès ivoirien. Paix à son âme.
En France, justement, l'acteur Jean-Paul Belmondo, un monstre sacré du cinéma français, est décédé lundi à son domicile à Paris. À l'âge de 88 ans, a annoncé sa famille dans un communiqué transmis à l'AFP par leur avocat. Celui qu'on surnommait Bébel a tourné dans 80 films et laisse derrière lui des rôles inoubliables, de Pierrot le Fou à l'As des As. L'acteur au charisme exceptionnel a eu l'itinéraire d'un enfant gâté du cinéma, champion du box-office durant 50 ans de carrière. Sa mort tourne une page majeure du cinéma français. Sa carrière commençait sur les planches, l'a mené à un demi-siècle au sommet du box-office français avec 130 millions de spectateurs cumulés au cinéma. Je me rappellerai toujours de cet acteur qui nous a bercé, enfin qui nous a vraiment amusé quand on était jeune, quand on était trop petit. Place à présent à un autre segment, Sportissimo, c'est avec notre collègue Yacouba Ouedraogo. Salut à tous, une soixantaine de médailles au total, c'est le bilan chiffré du continent africain lors des Jeux paralympiques tenus à Tokyo, au Japon, du 24 août au 5 septembre. La moisson est moins bonne qu'en 2016 à Rio, au Brésil, porteur d'espoir pour le continent. Des pays comme l'Égypte, le Nigeria ou encore l'Afrique du Sud, brillants à Rio, n'ont pas répondu aux attentes. Pour le point positif, certains athlètes paralympiques ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Chez les hommes, c'est le cas de l'Algérien Skander Djamil Atmani. Il a non seulement remporté l'or aux 400 mètres dans la catégorie des malvoyants, mais il a aussi établi un nouveau record mondial, 46,70 mètres. Chez les femmes, la Tunisienne Rawat Klili a décroché la médaille d'or au lancer du disque. Elle a même fait tomber le record mondial de la discipline avec un jet de 31,91 mètres. Rien n'a arrêté Rawat Klili, qui a aussi enlevé l'or au lancer du poids, battant là aussi un record mondial, 10,55 mètres. Pour ces Jeux, les athlètes paralympiques se sont affrontés dans 22 sports. Rencontre avec le nageur et coureur Brad Snyder à Princeton, dans le New Jersey, ici aux États-Unis. Il a raconté à Aaron Fedor son parcours professionnel, les obstacles qu'il a rencontrés et l'importance de redéfinir la façon dont les gens perçoivent le handicap. Suivez. Je suis incroyablement fier de faire partie du mouvement paralympique qui attire de plus en plus l'attention et prend de plus en plus d'ampleur, non seulement aux États-Unis, mais aussi dans le monde. Je pense qu'il est extrêmement important, vraiment en tant que société, d'examiner comment nous pouvons recadrer la façon dont nous considérons le handicap. Quand je suis devenu aveugle, ma famille et mes amis n'ont pas pu imaginer à quoi ressemblerait ma vie. Et ils ont juste eu pitié de moi. Les Jeux paralympiques nous offrent l'occasion de nous enthousiasmer pour les courses en fauteuil roulant ou de nous émerveiller devant des athlètes aveugles dévalant une piste de ski ou faisant du vélo en tandem à 50 ou 60 km à l'heure. Alors, cette partie que je viens de lire, peut-être n'est pas pour moi, mais je l'ai lu quand même, just in case, parce que je n'ai pas vu la vidéo. Je pense que c'est une sorte de mécanisme très important pour avoir une conversation vraiment positive et cathartique au sein de notre société sur le handicap. Et je suis tellement fier que non seulement nos athlètes paralympiques fassent eux-mêmes des choses incroyables aux Jeux, mais que cela se propage à toute notre société de manière positive. Donc, pendant environ 7 ans, j'étais officier de neutralisation des explosifs et munitions pour l'US Navy. J'ai été déployé à la fois en Irak et en Afghanistan pendant cette période. Le 7 septembre 2011, je faisais partie d'une équipe d'assaut qui menait des opérations de combat dans la province de Kandahar, en Afghanistan. Vers 7h30 du matin, j'ai marché sur un engin explosif improvisé qui a explosé 50 cm devant moi. La très bonne nouvelle est que j'ai pu m'éloigner de cette explosion. La mauvaise nouvelle est qu'à la suite des blessures que j'ai subies au visage, j'ai perdu définitivement la vue. Je suis normalement une personne positive, plutôt optimiste.
J'aime être un leader dans ma communauté et je n'aimais pas que tout le monde ait seulement pitié de moi. Alors, j'ai cherché une opportunité pour démontrer à tout le monde que ma cécité n'allait pas me faire plonger. Je veux en quelque sorte être le meilleur en tout, qu'il s'agisse de faire de la pizza ou de participer au triathlon paralympique. Je pense que cette notion d'excellence me motive vraiment. Je ne pense pas que ce soit, quand vous utilisez le mot compétitif, pour moi, ce n'est pas nécessairement compétitif. Je ne cherche pas à battre les autres. Je cherche à faire quelque chose d'une excellente manière, de la meilleure manière possible. Voilà, c'est tout pour Sportissimo. On se retrouve le mois prochain. Au revoir. Merci Yacouba pour cette chronique et à très vite. Il voulait devenir juge ou avocat, mais c'est finalement de sa passion dont il vit aujourd'hui, la musique. Tout petit, il rêvait d'imiter Michael Jackson. Finalement, c'est à l'âge de 14 ans au lycée qu'il franchit le pas. Un succès total, applaudi, acclamé par ses camarades de lycée lors d'une représentation. Il prend goût à la scène et petit à petit se ferait un chemin. Je parle de Jason Samba, qui est originaire de la RCA et du Congo, dont il est particulièrement fier. Je vous propose de faire sa connaissance à travers cet extrait d'interview que j'ai réalisé tout dernièrement. Alors, vous avez assez résumé justement. Il y a un peu des deux. Donc ça veut dire que moi, en fait, la musique, c'est en moi depuis tout petit. J'ai été bercé musicalement parlant très tôt. Depuis le plus jeune âge, j'écoute la musique vraiment sans modération. J'écoute, dès qu'il y avait de la musique au salon, je courais devant l'écran, je chantais, je dansais. Et ouais, c'était en moi. J'ai été bercé par les artistes justement de mon pays. Donc que ça soit Centrafrique ou Congo, parce que j'ai les deux origines. Donc du coup, ouais, c'était en moi en fait, depuis tout petit. Quels sont les artistes en question? Michael Jackson, Koffi Olomide et Fally Ipupa. C'est vraiment mes trois références en termes de chanteurs vraiment qui m'ont bercé, qui m'ont influencé jusqu'à présent. Comment vous définissez votre musique? Atypique et authentique. Ça veut dire que, en gros, la musique que je fais, c'est ce que je suis, c'est ce que je suis. Ça veut dire que je retranscris ce que je suis musicalement. On sent quand même un côté urbain. Bien sûr, oui, c'est parce que c'est ce que je suis. Je suis un jeune de quartier, je suis issu de quartier. Donc c'est ça en gros, ma musique, c'est le quartier sous un autre angle. Pas que sous ses aspects néfastes, mais voilà, j'ai réussi à amener justement ma musique à un niveau où je me dis que quelqu'un qui écoute ma musique, et qui n'est pas du milieu urbain, il aura une autre vision de ce milieu-là en fait. On sent aussi beaucoup de love dans votre musique. Exactement, oui, bien sûr, parce que justement, ma musique, elle fait beaucoup parler les sentiments et elle ressort les émotions de chacun. Et souvent, nous, les jeunes justement, et plus précisément ceux qui sont issus de quartier, ils ont du mal à retranscrire leurs émotions, ils sont assez pudiques au niveau de leurs sentiments. Et moi, je suis là justement pour, entre guillemets, être le porte-parole, en gros, de ces jeunes-là qui n'arrivent pas forcément à s'exprimer au niveau des sentiments amoureux. Au niveau de vos sentiments, justement, par rapport à votre pays d'origine, on sait que c'est très important, l'influence d'un maman, c'est vraiment centrafricain, ça étant congolais. Votre double origine, qu'est-ce qui vous rapproche aujourd'hui de la Centrafrique et du Congo? Ce qui me rapproche déjà de la Centrafrique, c'est à commencer par mon nom de famille. Parce qu'il faut savoir que mon grand-père, justement, Michel Samba, c'était un des pionniers de la Centrafrique, justement, de la République centrafricaine. Il a beaucoup œuvré justement pour le pays, dans le domaine politique. Ça veut dire qu'il y avait même un stade à son nom, le stade Michel Samba. Donc ça veut dire que rien qu'avec son nom, je lui rends hommage. Mais voilà ce qu'on dit, hein. Il vit de sa passion aujourd'hui. Il voulait être juge, avocat, comme Ekian nous l'a dit. Mais aujourd'hui, il fait la musique et il est content. He's happy, comme on dit. Moi, je faisais exactement comme Jason Samba. Je regardais imiter aussi Michael Jackson. Ah, la jeunesse. Hein. Aïe, aïe, aïe.
Merci, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à ce programme de VOA Afrique. Merci à nos stations partenaires partout en Afrique et dans le monde. Merci à nos collègues Jean-Louis Mafema, Salwa Jafari, Gabi Dorsil. Merci beaucoup à vous tous. En tout cas, cette superbe émission touche déjà à sa fin. On doit se dire, comme d'habitude, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye. Ciao, ciao.